Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous live de la Fédération des promoteurs immobiliers. Je suis Franck Ovorka, le directeur technique et innovation de la Fédération des promoteurs, et je suis ravi de vous retrouver ce matin pour discuter avec nos intervenantes, et je suis absolument ravi d'être entouré d'un panel exclusivement féminin aujourd'hui pour envisager et faire un tour d'horizon tous ensemble sur crédit, garantie, assurance, les évolutions des critères ESG et tout ce que ça va impliquer dans le futur et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui parce que on a tous entendu et nous revenons pour un certain d'entre vous, j'en suis sûr, de ce salon d'immobilier qu'on appelle le MIPIM, où il y a eu beaucoup, beaucoup de communication, où il fallait soi-disant faire des choses très, très vite dans l'urgence. Et je crois que c'était important aussi de faire un point ce matin pour dire du calme. Les choses se font, les offres continuent à exister, on travaille tous ensemble sur ces sujets-là et c'est pour faire ce tour d'horizon que j'ai donc le plaisir d'être avec nos intervenantes. Anne-Marie Ulmer de Banque Populaire, Virginie Marquand, CGIBAT, Marie-Claude Bassette-Renaud, SMA BTP, Christelle Meunier, BPCE et Maine Aimé, SOGEPROM. Donc, ce que je vous propose, mesdames, d'abord bonjour à toutes les cinq. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour à nos auditeurs. Et puis, je vous propose un premier, je dirais, tour d'horizon sur nos réflexions et ce qui se passe sur le reporting, les critères ESG. Et je vais me faire accompagner par Christelle, puisque vous êtes, Christelle, là. Alors, dites-nous exactement ce que vous faites à la BPCE. Ce sera plus simple que si je le dis moi-même. Alors moi, je suis en charge des projets de développement durable pour la partie banque de développement du groupe BPCE. Donc pour le coup, moi, je suis violette, comme on dit. Je travaille aussi bien pour les banques populaires que les caisses d'épargne et aussi la Banque Palatine. Le violet étant, tout le monde le sait, un mélange du bleu et du rouge. Exactement. Donc en charge de tout le développement et de l'accompagnement plus particulièrement de tous nos clients dans la transition environnementale. Et évidemment, bien sûr, tous nos clients, personnes morales, dont les promoteurs et les grands investisseurs. Alors, l'idée, voilà, c'est de vous faire une première présentation des évolutions réglementaires. Donc, on parle beaucoup de directives européennes avec des acronymes barbares, CSRD, SFDRD, taxonomie, j'en passe et des meilleurs. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Puis, chacune d'entre vous présentera l'état de ces offres. Et puis, vous nous parlerez de là où vous en êtes dans les réflexions sur la gestion des données dans vos projets de promotion immobilière. Et puis nous conclurons avec l'évolution des systèmes d'information sur lesquels nous essayons de travailler tous ensemble pour qu'ils se fassent de manière, cadrée et standardisée, nous l'espérons. Même si à ce stade, on en est loin, nous pouvons le dire. Alors, quand on parle de tout ça, tout remonte pas à 2015, même avant, je dirais, hein, puisque c'est un sujet qui a été largement évoqué auparavant. Mais on a un contexte général avec les accords de Paris, premiers accords engageants, puisque là, chaque pays signataire, 183, je crois, ou 186 pays, signe les accords de Paris et s'engage sur des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de leurs émissions nationales. Donc, premier élément. Deuxième élément, le pacte vert européen qui se met en place à partir de 2020 avec ce qu'on appelle le Fit for 55, ce qui ne veut pas dire être svelte à 55 ans, ce dont je rêve personnellement, mais qui veut dire être prêt pour 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et puis là-dessus vient se rajouter les paquets énergie-climat suite la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, donc d'un renforcement de ces objectifs tant en économie d'énergie que en termes de carbone, et puis des réglementations très financières sur les systèmes de reporting extra-financier qui deviennent obligatoires depuis le 1er janvier 2023 et qui vont se renforcer au fur et à mesure en 2024 jusqu'en 2027 pour l'ensemble des acteurs économiques européens. C'est bien cela ?
Parfaitement ça. N'hésitez pas à m'interrompre si je dis, si je me perds. Donc au niveau européen, le règlement SFDR, Qui est un règlement en fait financier qui s'adresse aux investisseurs et qui a pour vocation en fait de donner de la transparence sur les fonds d'investissement et permettre en fait aux consommateurs finaux dont nous sommes tous de savoir dans quoi sont investies les sommes que l'on confie aux sociétés de gestion. Donc celui-là, il est très structurant et il va demander énormément de bases de données, sachant qu'il y a les mêmes données qu'on va retrouver demander aux entreprises, parce qu'évidemment, les fonds pourront reporter quand les entreprises dans lesquelles elles investissent donneront les informations en matière de d'ESG, donc les fameux critères environnementaux, sociaux et gouvernance. et c'est là qu'effectivement nos auditeurs, promoteurs, se disent je ne suis pas concerné. Eh bien, si, parce que si jamais, en fait, certains fonds d'investissement leur prêtent de l'argent, lèvent des fonds ou créent des fonds structurants immobiliers, alors les promoteurs un peu moins, mais quand ils vont vendre leurs biens à des investisseurs, en fait, les mêmes investisseurs auront besoin de donner des informations sur les biens immobiliers qui eux-mêmes seront proposés, en fait, dans le cadre des parts des fonds d'investissement. Oui, donc un effet par ricochet immédiat, parce qu'on pourrait se dire après tout, je ne suis concerné moi en tant que promoteur qu'en 2027, mais il y a un effet ricochet immédiat du fait d'avoir besoin d'avoir accès au financement qui eux-mêmes ont besoin de se structurer ainsi. Donc, bah, il y a aussi évidemment la taxonomie dont on parle beaucoup. On ne va pas faire tout le webinaire sur la taxonomie n'étant qu'un outil d'évaluation d'actifs verts. Et donc nous sommes ce matin plus particulièrement concernés avec les promoteurs sur deux chapitres de la taxonomie, le 7.1 immobilier neuf et le 7.2 immobilier en rénovation principalement, et je crois que c'est le 7.3 qui est transaction et gestion. Ce qu'on peut dire de la taxonomie, Franck, si tu permets, Bien si vous sûr. permettez, c'est que c'est un dictionnaire en fait. En fait, il ne faut pas chercher autre chose. La taxonomie, ça sera un grand dictionnaire qui permettra de nous dire par classification, tout simplement, ce qui est durable et pas durable, en fonction d'un certain nombre de critères et d'objectifs de la Commission. Alors évidemment, c'est très technique, mais pour autant, demain, ça permettra de s'y retrouver assez facilement par code NAS. Et puis surtout d'avoir tous le même modèle de classification et le même système de référencement de ce qui est un actif vert. Alors, tout le monde s'en fait une montagne, on en reparlera plus en détail ensemble. Taxonomie, en fait, sont deux critères dits d'adaptation, Atténuation, d'atténuation, adaptation. d'adaptation ou atténuation, je me trompe toujours. Ah, alors, les deux, il y a adaptation et atténuation. Voilà. Ça, c'est les deux publiés. Il y en a 4 autres à venir. Voilà. Donc les deux critères publiés, c'est l'énergie et le carbone. Et la bonne nouvelle que nous avions déjà partagée avec vous lors d'un précédent webinaire, c'est que les immeubles neufs et revendus sont conformes à la taxonomie. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on va aussi utiliser beaucoup les acronymes RSE, ISR ou investissement responsable. Là, c'était juste pour vous dire, attention, les investisseurs utilisent les acronymes investissement responsable ou investissement socialement responsable, IR ou ISR, et les entreprises ont une politique RSE pour répondre aux investisseurs responsables. Donc voilà, c'est vraiment des acronymes que vous allez beaucoup entendre. Donc l'objectif des promoteurs, c'est de mettre en place une politique RSE qui permette de répondre aux critères IR ou ISR des investisseurs. Et donc la taxonomie, bah, c'est le point de rencontre des deux, puisque on part du principe qu'un promoteur répondra avec sa politique RSE en fonction de la taxonomie et l'investisseur responsable demandera des informations conformément à la taxonomie. Du moins, nous l'espérons, faute de quoi ça peut partir très loin avec des... J'ai vu des choses hallucinantes avec des demandes de critères sur 600 lignes, enfin des choses absolument impressionnantes et fort coûteuses, parce que l'objectif de tout ça, c'est que nous mettions aussi en place ensemble des systèmes d'information partagés en termes de standards qui permettent cette fluidité et un coût marginal sur l'acquisition et la gestion des données. On ne va pas embaucher des armées de personnes pour faire simplement de la gestion de données. Ça ne va pas être le plus productif qui soit. L'idée, encore une fois, c'est bien de décliner toute cette démarche au niveau de la société. On en a parlé, les objectifs globaux, les accords de Paris, à l'échelle des portefeuilles pour les banques et les investisseurs,
sur la gestion de leur portefeuille et leur stratégie patrimoniale, et puis à l'échelle de chaque bâtiment. Et c'est aussi ce qu'on verra, hein, c'est la capacité de gérer la performance du bâtiment. Donc une multiplication d'échelles, une complexité, mais une complexité globale qui finalement doit se traiter à chaque échelle, le bâtiment, le portefeuille, la banque, l'investisseur, chacun gérant son échelle d'information avec une transmission d'une échelle à l'autre, mais l'idée étant que chacun étant dans la gestion de son niveau d'information et ne transmet pas à l'autre la totalité de l'information, d'où la nécessité aussi d'avoir confiance. Je crois que c'est un terme qu'on abordera beaucoup, avoir confiance entre les acteurs. Donc comment vous, dans le reporting, vous gérez la confiance dans l'information qui est transmise aujourd'hui? Comment faites-vous? Alors aujourd'hui, en fait, soit on va chercher des informations publiques, au même titre que nos propres investisseurs vont aussi chercher les informations publiques publiées par le groupe. Donc en fait, on procède de la même façon. On va chercher les informations publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Partons du principe que si c'est public, c'est... a priori, si c'est public, ça a été vérifié. Ça a été vérifié. On a des systèmes en fait de contrôle, soit par les commissaires aux comptes, soit par les OTI, qui sont pendant en fait pour les OTI. critères ESG, ça veut dire organisme tiers indépendant, et c'est le pendant côté ESG des CAC. En fait, c'est les mêmes quatuors, Deloitte, Price, Pas KPMG. de réclame à la télé. J'allais citer les 4. Donc c'est les 4 mêmes que l'on retrouve et qui effectivement certifient aussi bien les comptes d'un côté que les critères et les risques extra-financiers qui font partie d'une déclaration spécifique. C'est d'ailleurs l'objet de la fameuse CSRD que vous avez mentionné tout à l'heure, Franck. D'accord. Qui est la nouvelle, finalement, c'est la partie de la déclaration extra-financière renforcée qui se renforce d'ailleurs au fur et à mesure. Qui se renforce au fur et à mesure avec des critères techniques toujours plus importants et qui vise à harmoniser bien plus ce qui est fait à l'échelle européenne, qui ouvre aussi le champ des entreprises concernées par cette information extra-financière. Et donc, la mise en œuvre des objectifs au niveau de l'UE, vous le voyez, hein, c'est ce que nous disions avec Christelle, c'est identifier, alors le principe général, hein, c'est identifier les pourcentages de chiffre d'affaires, puisque c'est surtout la taxonomie faite pour des institutions financières, donc c'est un peu parfois difficile pour nos promoteurs de se retrouver dans ce jargon de pourcentage de chiffre d'affaires durable en termes d'investissement et de coûts d'exploitation, mais on a une traduction qui se met en place peu à peu, et effectivement pour les banques, ce sera les pourcentages des actifs investis dans ces activités en accord avec la taxonomie et le fameux Green Asset Ratio que nous évoquerons tout à l'heure avec Anne-Marie et avec vous tout autour de la table. Alors, chère Anne-Marie, est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes propositions de la Banque Populaire, à commencer par le produit BP Impact, alors qui est en vert, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait croire. Tout à fait. Alors, d'abord, bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas être avec vous en studio. J'ai un impératif qui fait que je suis obligée d'être ailleurs. Moi, je fais Banque Populaire, comme vous le savez, c'est le groupe BPCE. Hein, donc, on a ce que dit Christelle, elle vous en dira plus tout à l'heure hein, sur la stratégie du groupe, puisqu'on est quand même... depuis des années avancé sur ces sujets-là. On réfléchit, on fait pas mal d'ateliers. Enfin, moi, sur la taxonomie, j'avais fait pas mal d'ateliers d'ailleurs, en tant que spécialiste immobilier. Et en fait, on a quand même comme objectif tous d'encourager nos clients à avoir une démarche RSE. Ça, c'est déjà quand même, en gros, parce que nous, on est face aux clients, hein, clairement. Donc, on a envie qu'ils viennent vers là. On a bien sûr les critères réglementaires qui nous poussent à le faire. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous pousse à faire? Surtout à bien connaître les opérations qu'on finance et les entreprises qu'on finance elles-mêmes.
Donc on a ce que vient de dire Christelle et Franck, des obligations de reporting extra-financiers qui sont de plus en plus lourds, qui peuvent aussi avoir des effets, si ça n'est pas fait, on peut avoir des sanctions, nous, qui sont en gros, qu'on nous demande davantage de fonds propres pour prêter. Donc concrètement, que ça nous coûtera plus cher de prêter, donc conséquences sur les promoteurs, hein, qui sont nos clients, par exemple. Hein. Donc ça, c'est quand même important. C'est pour ça qu'on est vraiment très attentif à ça et on essaye de développer un certain nombre de choses. En revanche, donc, côté Banque Populaire, on est première banque des PME. Donc, plutôt de faire un prêt à impact sur les opérations, ce qui a été fait chez nos confrères et nos cousins des caisses d'épargne, on a préféré faire un BP Impact pour les PME. Ça concerne tout à fait les promoteurs, puisqu'a priori vous êtes une entreprise, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc c'est une façon de vous inciter à avoir une démarche RSE au niveau de la structure de tête. Hein. Donc le taux d'intérêt sera indexé aux performances extra-financières que vous aurez obtenues et c'est axé sur tu peux peut-être passer le slide, j'en sais rien, Franck. Axé avec des thématiques sociales et environnementales. Il y a des indicateurs à choisir. Et si vous les obtenez, il y a 3 indicateurs à choisir. Et si vous les obtenez, vous avez une réduction à chaque année hein, de vos intérêts que vous pouvez verser à une association si vous souhaitez, ou tout simplement un gain de une bonification de taux. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui délivré auprès de toutes les banques populaires. Les critères ont été bien définis avec un organisme qui s'appelle Vigéo, donc ça a bien été cadré. Ça doit être certifié par les CAC aussi, hein, les commissaires aux comptes ou l'expert comptable, l'obtention de ces indicateurs. Pour vous donner une idée d'indicateurs, donc il y a des indicateurs performance sociale, par exemple l'égalité homme-femme. Voilà, l'intégration de travailleurs handicapés, les achats responsables. Donc, savoir la part des fournisseurs qui sont ESG ou économie sociale et solidaire, de commerce équitable. Pour les performances environnementales, les performances énergétiques du bâtiment. Hein. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Hein. C'est sorti en fin d'année l'année dernière. Donc, on le développe. Donc, on a une force de frappe côté Banque Populaire assez importante sur les entreprises. Hein. Donc, on a des chargés d'affaires qui sont en prise directe avec toutes les entreprises et avec les promoteurs. Hein, je vous rappelle, hein, vous êtes aussi des entreprises. Donc, pour nous, on vous considère comme des entreprises. D'ailleurs, je fais partie du marché entreprise, moi, ici. Et on a fait aussi une autre chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le BP Impact, mais quand même qui est important. On a fait faire une formation par un partenaire d'ailleurs de l'AFPI, puisque c'est APAV et sa filiale Elancim, qui a fait une formation l'année dernière sur le décret tertiaire. Donc, tous les jeudis, les chargés d'affaires pouvaient se connecter à cette formation pour simplement les acculturer et qu'ils puissent conseiller leurs clients là-dessus. Parce qu'on a aussi ce rôle-là dans les banques. Hein. On a aussi le rôle de conseil et pouvoir après faire des crédits qui vont bien, qui sont vraiment importants là-dessus. Justement, ça, c'est aussi l'opportunité. Moi, je rebondis là-dessus, hein, je suis un peu fautraque, mais c'est important aussi d'avoir le maximum d'informations sur ce qu'on finance et sur l'entreprise qu'on finance, parce que tout simplement, on va pouvoir les conseiller davantage. Donc finalement, tout ce qui arrive là, ça va nous permettre de mieux vous conseiller. Et ça, moi, je trouve ça plutôt favorable. Hein. Donc, on a ce côté-là. Côté financement,
on va aussi avoir une façon de regarder les opérations un peu différemment. Donc, on est en train de mettre en place, et d'ailleurs certains de nos confrères du groupe ont déjà mis en place une grille de notation, en fait, sur chacune des opérations. Donc aujourd'hui, Socfim, CEGC et Natixis, les premiers, hein, c'est eux qui avaient créé ça, et nous, et CEGC, Socfim l'ont adapté, ça s'appelle le Green Weighting Factor, et tous les dossiers passe avec une notation qui tient compte des labels. Voilà, je vous ai mis un peu comme ça. Ça va être mis dans aussi dans le SI, hein, chez nous. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus et peut-être le généraliser sur tous les établissements du groupe. Ça, ce serait intéressant. Mais avec Franck, on en a longuement parlé et c'est vraiment quelque chose de très important à pouvoir essayer de trouver une grille sur chaque opération parce qu'on de toute façon, il va falloir qu'on note et qu'on sache si l'opération est green ou brown, comme on dit chez nous. Donc c'est un peu ça va être important pour ce que je vous disais tout à l'heure, hein, puisque les opérations plutôt green nous ne demanderont pas plus de fonds propres quand on prêtera, par exemple. Voilà, on essaye de monter ça et ça va être intéressant. Et puis on pourra Anne-Marie, aussi, si je puis me permettre, elle devrait même, Anne-Marie, avoir des taux d'intérêt moindres, voire permettre d'ouvrir un financement quand on sait qu'on est dans un moment où les financements se tarissent un petit peu. Alors, les financements ne se tarissent pas sur les promoteurs, hein, et c'est le problème d'opération qu'on n'arrive pas à avoir, mais je pense qu'on finance encore. C'est les taux, oui, oui, bien sûr, ça pourrait aller vers ça, tout à fait. D'ailleurs, au départ, c'était ce qui était prévu, hein, dans la taxonomie, c'est-à-dire qu'on avait prévu que quand on avait du green, on aurait besoin de moins de fonds propres. Ça s'est un peu transformé en si c'est brown, on va avoir une sanction. Donc, moi, j'avais compris un peu l'opposé à l'époque, hein, mais bon, ça a dû changer entre-temps. Ce qu'on fait aussi, et ça c'est ce qu'on s'est engagé à faire dans le groupe, donc ça concerne aussi bien les caisses d'épargne que les banques populaires, hein, qui sont les patrons, hein, de BPCE, hein, on va faire un questionnaire ESG, donc là aussi au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est rentré dans notre système d'information, hein, d'informatique. Et donc, là, on va être obligé. On va vraiment le faire, ce questionnaire ESG, pour toutes les entreprises qu'on finance. Donc, et pour toutes les entreprises en général d'ailleurs. Donc, ça, c'est important, on s'est engagé à le faire. C'est un questionnaire qui bien sûr répond à des enjeux réglementaires, hein, puisqu'il faut qu'on dispose de données extra-financières, hein. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. On va en parler plusieurs fois, je suis sûre, aujourd'hui, mais on a vraiment besoin de données, hein, qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui ou partiellement. Pour appréhender bien sûr les risques, hein, liés aux fonds de commerce, hein, notamment les risques climatiques, qui sont quand même de plus en plus à appréhender, hein, qui sont difficiles à appréhender. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre aussi d'évaluer le dossier de crédit, hein, tout simplement, hein. Ça va être des critères à l'octroi qui vont être importants. Donc, on va un peu voir un peu la maturité du client dans sa démarche RSE. Donc, du coup, ça va être important. Et on va, nous, accompagner nos clients grâce à ça, c'est pareil, ça va être une opportunité, hein. Vous avez les critères, là, les questions qu'on va poser à nos clients. Et ça va nous permettre de pouvoir les accompagner pour qu'ils arrivent vraiment à avancer dans ces démarches-là. Alors, les démarches environnementales sont peut-être plus faciles à avoir, entre guillemets, puisqu'ils arrivent à mieux les appréhender, on en parle tout le temps et tout ça, mais après, le côté sociétal et gouvernance, ben, là aussi, on va en parler et ça fait partie de l'ESG, hein, donc c'est important. Donc, on va aussi avancer là-dessus avec nos clients. Donc, pour moi, c'est plutôt bénéfique. Et puis, toutes les incitations qu'on veut faire, donc ça, ce sont des incitations aussi, hein, qu'on va réaliser auprès de nos clients. Eh bien, on a décidé avec la FPI
de changer notre pyramide, qu'on avait une pyramide première réalisation, donc c'était plutôt pour les jeunes promoteurs. On a une convention jeunes promoteurs d'ailleurs, qui existe toujours. Et on a, jusqu'à l'année dernière, on avait cette pyramide-là, qui, je vous le cache pas, n'avait plus trop de succès puisqu'il y avait assez peu de jeunes promoteurs. C'est pas la période qui va aider les jeunes promoteurs à se lancer, il faut être honnête aussi. Et donc, comme on est très soucieux de tout ce qui est rénovation et nouvelles méthodes de fonctionnement des professionnels immobiliers, hein, nouvelles idées aussi, donc on a créé avec la FPI une nouvelle pyramide qui est lancée cette année, qui s'appelle la pyramide rénovation, extension, réhabilitation. La pyramide RER, donc c'est pas en ce moment la mode, hein. Mais clairement, ça c'est une pyramide qu'on pense très vertueuse, puisque ça permet d'aller vers des projets de réhabilitation qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'on cherche aujourd'hui, avec la lutte contre l'artificialisation des sols, la reconversion des friches, travailler sur le bâti existant, et tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Donc ça, pour nous, ça avait été assez intéressant. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus avec Franck, et on a vraiment, moi j'encourage les promoteurs qui font ce type d'opération à postuler en région et en national. J'en ai rencontré beaucoup au MIPIM et ils sont très très intéressés. C'est quelque chose qui va dans l'ordre des choses, en fait, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'on voit, nous, de plus en plus dans les opérations, hein. Donc, que ce soit des rénovations lourdes, d'ailleurs, hein, ça peut être des rénovations lourdes, ou pas. Hein, donc, on sait financer ce type d'opération, hein, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Voilà pour ce que j'avais à présenter. J'ai essayé d'être un peu rapide, ce qui n'est pas la première de mes qualités. Donc, Franck. Oui, Anne-Marie, bravo. Merci pour toutes ces informations. Alors, encore une fois, hein, tous les partenaires autour de la table sont à votre disposition, vous qui nous écoutez, pour de plus en plus d'informations. Nous ne rentrons pas évidemment dans le détail des propositions qui sont faites ici sur les produits, la manière de traiter les dossiers, de les appréhender. Chaque partenaire, évidemment, ses équipes à votre écoute pour ces éléments-là. Alors, un grand merci, Anne-Marie. Je sais que tu voulais rajouter Oui, je suis obligée de vous laisser, mais j'essaierai peut-être de me loguer à la fin pour s'il y a des questions. Et sinon, de toute façon, Franck, tu feras le lien, ou Christelle, puisque nous sommes collègues avec Christelle. Voilà. Bien volontiers. Un grand merci Anne-Marie pour la présentation de ces offres et à très vite. Et donc, du coup, je passe la parole à Virginie. Virginie Marquand, vous êtes la présidente du directoire de CGI Bâtiment, une entreprise spécialisée dans l'assurance caution. Et donc, vous allez nous présenter ce que vous faites, qui vous êtes, pour nos adhérents dans le cadre de nos réflexions. Merci Franck, effectivement, de me donner l'occasion au cours de cette tribune de présenter CGI Bâtiment au travers de son organisation et de son offre de garantie. CGI Bâtiment, c'est une société d'assurance qui est détenue par des professionnels du secteur, hein, puisque principalement nous avons dans le tour de table de l'actionnariat la SMA BTP, la BTP Banque, la Fédération du bâtiment et les 2 MAF, MAF Artisan, MAF Architecte. Ces actionnaires, on les retrouve aussi dans l'organisation de CGI Bâtiment, puisque CGI Bâtiment est organisé sous la forme d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Et on retrouve donc ces actionnaires au sein de ces instances, avec un conseil de surveillance qui est animé par le président de la Fédération du bâtiment et qui à ses côtés a le président de la SMA BTP qui est le vice-président du conseil de surveillance. On retrouve également dans l'équipe du directoire des représentants de ces actionnaires.
En termes d'activité, alors CGI Bâtiment est principalement connu comme le garant des constructeurs de maisons individuelles, où c'est le leader, mais c'est également, et j'aurai l'occasion de présenter le panel des garanties qui est susceptible d'être délivré aux promoteurs immobiliers, puisque CGI Bâtiment est également le garant des promoteurs immobiliers. CGI Bâtiment, au niveau de l'équipe, ce qui différencie CGI Bâtiment, c'est une société à taille humaine. Donc, c'est 41 collaborateurs qui sont à la disposition et au service de ses clients, avec un focus bien spécifique et plus particulier sur l'équipe promotion immobilière, avec à la tête de ce service Jérôme Demarien, qui est épaulé par une équipe de 5 collaborateurs qui reçoit les demandes de garantie de nos promoteurs immobiliers et traite ces demandes de garantie. La différenciation, c'est de CGI Bâtiment aussi, c'est son agilité au travers un circuit court où à partir du moment où un dossier est complet, il y a une analyse donc de la demande de garantie au travers tant l'opérateur que l'opération, et dès que un dossier de demande de garantie est complet, on sollicite immédiatement par circularisation les membres d'un comité des engagements pour qu'ils se positionnent sur la demande de garantie et qu'on puisse répondre le plus rapidement possible à notre client. Durée moyenne de traitement d'un dossier, si c'est... C'est à peu près 3 semaines. D'accord, oui, c'est très rapide. Ouais. On essaye vraiment d'être... si c'est un client qu'on connaît un petit peu plus long, évidemment, lorsque c'est un prospect. Mais effectivement, sinon, on essaye d'avoir une réponse. Non, 3 semaines, c'est effectivement très rapide. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un panel de garanties qui se veut large tout au long du parcours d'un programme immobilier. Donc, c'est dès l'acquisition du terrain, à la viabilisation de ce terrain et à l'édification du bâtiment. Donc pour revenir plus en détail sur l'acquisition du terrain, c'est la possibilité pour une optimisation de la trésorerie de pouvoir délivrer des garanties, notamment en remplacement de l'indemnité d'immobilisation, des garanties de paiement différé aussi du solde du prix du terrain. Ça peut être aussi de la dation en paiement plutôt que de verser une somme d'argent en paiement du prix de ce terrain. C'est pouvoir le remplacer par l'édification et la remise d'un lot dans un bâtiment à Donc là, vous garantissez la dation. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ce qui peut être extrêmement important pour l'achat de terrain pour un promoteur. Oui, tout à fait. La dation, du coup, est garantie par votre organisme. Oui, d'accord. c'est une garantie qu'on est susceptible effectivement de délivrer. Terrain acquis, on a tout un panel de garanties aussi pour répondre et la possibilité de vendre par anticipation ces lots avec les garanties d'achèvement des travaux de viabilisation. Donc ça, c'est des garanties qui sont prévues par le code de l'urbanisme. On a la possibilité aussi, ça permet de sécuriser, c'est parfois demandé pour sécuriser une collectivité locale d'offrir, de proposer des garanties de remise en état de la viabilisation en cas de risque de détérioration des voiries lorsqu'il y a un aménagement de ce terrain. Terrain acquis, terrain aménagé, on en arrive également à l'édification de la construction sous différents procédés contractuels. On est susceptible d'intervenir dans le cadre nécessairement et principalement de la VEFA, dans le secteur protégé, donc pour l'édification de logements, mais on intervient également dans le secteur libre pour garantir l'achèvement de bâtiments destinés à accueillir des bureaux, des manufactures, des entrepôts de données. Le voisin, la voisine de la vente en l'état futur d'achèvement, c'est le contrat de promotion immobilière avec son panel de garantie qui est dédié également sur la bonne exécution de travaux, bonne fin des travaux ou de garantie de solde du paiement du promoteur.
Et rapidement, hein, puisque c'est pas l'objet, mais c'est effectivement la délivrance par CGI Bâtiment de toutes les garanties, notamment la garantie de livraison après délai convenu aux constructeurs de maisons individuelles. Les partenariats, alors CGI Bâtiment, hein, son activité, c'est la délivrance de garanties sèches, mais comme on a pu l'évoquer, CGI Bâtiment a des actionnaires qu'on rencontre dans le tour de table de son capital, dans son fonctionnement, mais également on retrouve ces actionnaires en tant que partenaires parce que on est susceptible avec la BTP Banque ou le crédit coopératif de proposer un crédit opérateur lorsque la garantie doit être assortie d'un crédit opérateur pour le professionnel de l'immobilier, le promoteur immobilier, et on est en lien également avec la SMA BTP qui délivre toutes les assurances techniques qui sont nécessaires aussi à la bonne vie d'un programme immobilier. Merci beaucoup Virginie. Écoutez, c'est un panel très large de vos garanties et effectivement, ce qui me permet d'aller tout de suite vers la SMA BTP. Marie-Claude, vous êtes donc l'assureur leader, si je ne m'abuse, de l'assurance construction en France. Oui, tout à fait. Effectivement, la SMA BTP a depuis très longtemps Tu préfères ça depuis très longtemps, effectivement, ce positionnement d'être leader, effectivement, dans l'assurance du bâtiment et des opérations de construction. Elle a été créée il y a très longtemps, hein, puisqu'on a plus de 160 ans d'existence, et elle se regroupe autour de 3 sociétés. Hein. La SMA BTP, qui, effectivement, est pour les acteurs de professionnels du bâtiment et de l'immobilier, la société SMA Assurance, qui est plus pour les autres acteurs et des autres secteurs et les particuliers, puis SMA Vie, qui est aussi une partie de notre activité. La SMA BTP, comme je le disais, effectivement, est leader de l'assurance construction. Hein. Je pense qu'un certain nombre de interlocuteurs connaissent effectivement la SMA BTP. C'est 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, effectivement, pour le groupe, 3600 collaborateurs et plus de 200 000 assurés aujourd'hui au groupe SMA BTP. On a une des marges de solvabilité les plus importantes du marché, hein, puisqu'elle se situe à 358%, avec effectivement des notations. On a aujourd'hui une notation qu'on avait depuis 2019 sur SMA SA, mais également SMA BTP depuis le 1er février 2023 est notée à plus par les différentes organismes. Il y a mieux que A+. Comment ? Il y a mieux que A+. Je ne sais pas. Dans notre secteur, je ne sais pas s'il y a mieux qu'il y a plus, mais enfin, en tout cas, ça montre effectivement la bonne situation de la SMA BTP, et on a effectivement des fonds propres qui sont importants et effectivement des actifs d'investissement qui sont de plus de 22 milliards, ce qui explique effectivement le positionnement et le rôle qu'on peut jouer comme acteur de l'économie dans les différents investissements. Alors, on est aussi présent à l'international par différentes filiales, ASEFA. C'est pour nos adhérents qui veulent se développer. S'ils ont besoin effectivement de se développer en Europe ou à l'international. En Europe ou à l'international, il ne faut pas hésiter effectivement à venir nous voir. On a des solutions pour eux également. Donc, la SMA BTP offre et continuera à offrir, malgré tous les bouleversements, les évolutions et autres. Justement, on est là pour les suivre et les accompagner. Oui, on n'en est pas à notre première crise. Non, on n'est pas à la première crise. On n'est pas aux premières évolutions importantes, hein, puisque depuis quelques années, on n'arrête pas effectivement de nous changer, que ce soit le code des assurances, le CCH et autres. Donc, il faut effectivement s'adapter et accompagner. Donc, on délivre et on continuera à délivrer effectivement tout ce qui est nécessaire à l'activité, à vos activités de promoteur et à l'assurance de vos chantiers. Donc, classique, la responsabilité civile des promoteurs ou, si on est sur le chantier, la responsabilité civile du maître d'ouvrage, mais également, effectivement, puisqu'il y a des obligations, les assurances dommages ouvrages, que ce soit d'ailleurs pour le neuf ou pour la réhabilitation. Hein. Oui, il n'y a pas de difficulté pour obtenir, effectivement, des assurances. Parce que ça, c'est un sujet qui est souvent évoqué. Excusez-moi de vous interrompre, oui, mais les acteurs de la rénovation disent souvent oui, mais c'est compliqué d'avoir des assurances sur la rénovation.
Est-ce que vous avez... Nous, on n'a aucune difficulté À délivrer. effectivement, à délivrer des assurances sur la rénovation. On en fait effectivement tous les jours, hein, et des réhabilitations légères ou lourdes. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de réhabilitations lourdes, hein, puisque justement, il y a en plus nécessité effectivement de s'engager sur des performances en matière énergétique et autres. Donc, c'est plutôt des rénovations lourdes, mais on les accompagne et il n'y a aucune difficulté sur les dossiers qui nous sont Avis à nos adhérents. voilà, donc il n'y a aucune Il semble qu'il y difficulté. ait un décalage de perception entre d'un côté certains qui disent que Non, c'est il faut juste difficile. adapter effectivement et prévoir des garanties aux existants, Oui, ça, c'est soumis, les non garanties aux soumis, existants. etc. Voilà. Mais effectivement, il y a Parce que c'est peut-être voilà. ça l'enjeu, c'est toujours la garantie aux existants sur la structure, la décennale de la structure. Oui, alors après, il faut distinguer entre existants, soumis, non soumis, mais on donne, et c'est pour moi, effectivement, un acteur doit le proposer, c'est effectivement cette garantie sur les existants non soumis, parce que c'est indispensable dans le cadre d'une rénovation importante. Et puis, effectivement, on donne aussi toutes les garanties en avant-réception, qui sont aussi primordiales, hein, sur le type TRC, qui sont données en avant-réception, et puis la SMA aussi accompagne sur des ouvrages qu'on appelle non soumis, hein, tout ce qui est infrastructure ou autre. Oui, c'est le non soumis, c'est ce qui est pas réglementé en fait, c'est ça. Voilà, qui effectivement sont plutôt souvent faits par les collectivités locales ou l'État sur le non soumis. Donc voilà, donc on a un panel très large. Et aujourd'hui, effectivement, les assureurs sont aussi impactés effectivement par les nouvelles réglementations et les obligations de reporting, hein, comme il y a 2 nouvelles obligations qui sont mises à la charge des assureurs. C'est dans le cadre des publications, c'est de publier effectivement tous les 2 ans la part des primes non alignées à la taxonomie, des primes non-vie, alignées à la taxonomie sur le total de leurs primes, et également sur la part d'investissement dans les activités alignées à la taxonomie sur le total des investissements. Donc ils auront des obligations, elles sont en train d'arriver aussi, hein. On est comme vous en train de défricher et de Donc ça, c'est découvrir pour les obligations. reporting 2024, c'est ça? Alors, certains pour les reporting 2024, d'autres plus tard. Par exemple, effectivement, aujourd'hui, les sociétés mutuelles ne sont pas encore assujetties, mais il y a effectivement des textes qui sont en train de passer qui pourraient être assujettis pour 2025 et autres. D'accord. Mais en tout Donc, cas, du les coup, sociétés mutuelles. même Donc, chose par rebond. par rebond, voilà. Il faudra que les informations sur l'alignement à la taxonomie soient Disponibles et qu'on puisse avoir accès. Et tout le monde le sait que effectivement les assureurs sont effectivement des investisseurs importants, hein, participent effectivement au financement de l'économie, et donc ils ont un rôle clé pour nous à jouer quand ils font des investissements pour aller vers cette croissance durable et l'économie bas carbone, hein, et surtout construire une société plus résiliente face aux risques climatiques. Les assureurs sont les premiers impactés aussi par les phénomènes climatiques, hein, puisqu'on l'a vu l'année dernière avec tous les phénomènes qu'on a eu, sécheresse, incendie, grêle et autres. La facture s'élève, c'est la France Assureur qui a déjà communiqué et qui l'a fait encore hier. La facture s'élève à plus de 2 milliards. Et l'année prochaine, effectivement, 10 milliards, excusez-moi, 10 milliards. Et on sait qu'en cumulé, hein, ce sont les prospectives qui sont avancées, sur la partie 2020-2050, on pourrait atteindre les 143 milliards effectivement, de coûts de ces événements climatiques. Et donc, Est-ce encore assurable? La problématique pourra se poser, mais ça concerne effectivement tout ce qui est dommage aux biens, mais également effectivement les TRC qu'on délivre, puisqu'on couvre aussi des événements climatiques dans le cadre de ces TRC. Donc la SMA-BTP s'inscrit effectivement dans cette ligne d'assureurs mutualistes responsables, hein, et elle, dans le cadre de ses investisseurs, de ses investissements, elle fait aussi toutes les démarches d'analyse et de sélection effectivement de ces risques qui devront répondre aux critères ESG dont on a parlé tout à l'heure, la sortie effectivement des énergies fossiles, la sortie du charbon qui doit se faire d'ici 2030. Donc ça, c'est sur ses investissements, mais également sur son parc, hein, immobilier, parce que dans ses placements, elle a aussi beaucoup d'immobilier, et donc elle est aussi dans les démarches effectivement de développement d'un patrimoine qui soit plus durable, et aussi accompagnement
satisfaction des locataires et autres. L'autre aspect pour la SMA BTP, c'est effectivement sur le sur l'aspect entreprise sociale avec qualité d'employeur, puisque comme je vous l'ai dit, on a effectivement plus de 3600 salariés au sein de la SMA BTP. Et un autre aspect souscription qui arrive, hein, sur lequel on est aussi en train de réfléchir, que ce soit aussi à la SMA BTP ou auprès de France Assureur, c'est sur la souscription des risques. Comment effectivement tenir compte dans la souscription des risques, de ces engagements sur l'accompagnement pour aller vers effectivement cette société bas carbone, hein, donc assurer des ouvrages dans le cadre d'innovation avec des innovations en matière de bas carbone, de réduction d'économie, les biosourcés, le réemploi. Hein. On a beaucoup de discussions sur comment utiliser le réemploi et comment effectivement l'intégrer dans les opérations, puisque quand on utilise un matériau de réemploi, il faut continuer à le garantir pendant les années à venir, hein, du coup, comme si c'était du matériau neuf. Comment se met en place finalement la traçabilité de l'information sur un matériel réemployé, reconditionné. Voilà. Je sais que vous avez fait l'année dernière un colloque d'une journée sur le sujet. J'invite les adhérents d'ailleurs à le regarder. Je crois qu'il est toujours en ligne sur votre site. Tout à fait. Mais effectivement très instructif, et on sera amené à sans doute en refaire dans les mois qui viennent, puisque c'est un sujet de fond qui pose la question, au-delà du réemploi, de la durabilité et de tous les composants. De tous les composants. Parce on est soumis à l'analyse de cycle de vie des produits avec la réglementation. Donc, on a des fiches de données environnementales et sanitaires. Et tout d'un coup, on a une information transparente, libre et publique qui est la durée de vie de chaque composant d'un bâtiment. Tout à fait. Donc, à l'intérieur de cette durée de vie, est-ce que s'il a été posé une fois, est-ce que on le dépose, on le repose dans certaines conditions, sa durée de vie reste la même, pas la même? Qu'est-ce qui reste de la durée de vie résiduelle? Voilà, est-ce qu'on assure que la durée de vie résiduelle ou une extension de durée de vie? Donc ça nous fait tout un webinaire à programmer pour une prochaine fois. Mais en fait, voilà, je pense que ce n'est pas tellement finalement un sujet uniquement de réemploi, c'est un sujet plus global. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un sujet plus global sur la gestion de la durée de vie des produits. La durée de vie des produits et surtout les nouveaux produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Quand on dit biosourcé, c'est un panel très large avec pour certains quelques risques, quand même quelques points de vigilance, parce que qui dit nature dit qu'il peut y avoir évolution dans le temps, moins facilement prévisible que sur un produit qui est connu de longue date. Voilà. Donc, en fait, oui, la différence, c'est ça. C'est parce qu'on le connaît depuis longtemps. Le retour d'expérience, on le connaît depuis moins longtemps. Et il peut y avoir des évolutions plus imprévisibles. Donc, effectivement, le retour d'expérience est capital, effectivement, dans cette démarche d'assurer l'innovation et d'aller vers cette innovation. Et effectivement, donc tout ce qui est assurance, effectivement, des constructions des nouveaux bâtiments ou des rénovations importantes, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on assure, il n'y a pas de difficulté. Et on a, comme la construction neuve est déjà alignée sur la taxonomie, donc pour nous, c'est effectivement un point. Et d'ailleurs, vous avez des experts maison. Oui, tout à fait. On a tout un réseau. Les adhérents ne le savent pas, donc j'en profite. Tout à fait. On a tout un réseau d'ingénieurs qui sont effectivement à notre disposition et qui nous aident d'ailleurs dans l'analyse des risques sur cette approche et sur effectivement comment accompagner nos sociétaires. Et donc, pour nous, la taxonomie devrait devenir un outil effectivement d'évaluation qu'on pourra utiliser pour continuer cet accompagnement et éventuellement développer des nouvelles offres qui pourraient être qualifiées de vertes ou autres, mais effectivement pour aller vers cette société de bas carbone qui est impérative. Donc, des réflexions sur des extensions de garantie, sur la durée de vie, la performance. C'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? On réfléchit aujourd'hui effectivement pour voir comment... appel à nos adhérents et à nos auditeurs, si vous avez envie de réfléchir à des extensions de garantie sur la durée de vie de vos immeubles, de vos produits, la performance des immeubles, Marie-Claude Bassette-Renaud est à votre écoute sur ces évolutions possibles d'extension de garantie pour justifier de la performance avec la taxonomie comme support en fait. Tout à fait. Finalement, c'est un cadre partagé européen qui nous sert de référentiel. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude. Et donc,
Je reviens à vous, Christelle, sur la BPCE et qu'est-ce que ça donne. Alors, on va remonter cette fois-ci. On a fait le tour des produits, des différentes garanties avec vous, Virginie, l'assurance. On revient au monde bancaire. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu et quel type de reporting et qu'est-ce que ça va nécessiter comme système d'information à mettre en place entre nous. Alors, qu'est-ce qu'attend déjà le régulateur de votre côté, Christelle? Alors, les groupes bancaires et les groupes d'assurance, parce que le groupe BPCE était aussi un groupe banque et assurance, et d'ailleurs, moi, j'appartiens à la direction qui est la banque de proximité et assurance. Même si on est beaucoup sur l'assurance de personnes, il y a quand même de l'IARD, mais on ne fait pas de grands projets immobiliers ou ce genre de choses à date. Pour autant, nous, on a une grosse pression du régulateur et du superviseur, et notamment aussi de la BCE, donc toutes les autorités bancaires européennes. Oui, donc c'est l'autorité française ACPR, mais c'est aussi l'autorité bancaire. C'est surtout l'autorité bancaire européenne, parce que comme le groupe BPCE est un groupe systémique, finalement, en fait, on a des grosses pressions de la part de nos régulateurs. Ce qui amène en fait à ce que, et la BCE nous a fait faire à tous au niveau européen des stress tests climatiques pour voir comment on était susceptible, alors les assurances y sont passées aussi, oui. Les impacts des chocs climatiques pouvaient en fait déstabiliser le système financier. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler, et ce qui veut dire que la BCE nous demande de plus en plus des reportings très précis qui viennent compléter le pilier 3, qui est le pilier risque, qui est un reporting spécifique sur toute la prise en compte en fait des risques environnementaux. Oui, c'est le pilier risque, c'est la convention de Bâle. C'est ça. Et donc ça, là, il y a à partir de cette année, il y a le pilier 3 est augmenté de tous les risques en fait environnementaux, et c'est pas seulement du climat, c'est sur les risques environnementaux. Et on retrouve les fameux 6 objectifs environnementaux, donc l'atténuation, l'adaptation, mais aussi la préservation de la biodiversité, des ressources en eau et maritimes, l'éco-circularité, et ça reboucle avec ce que vous disiez, parce que demain, quand les RTS, enfin les critères techniques pour l'éco-circularité de la taxonomie vont sortir, il y aura de toute façon aussi une vocation de plus en plus importante à se poser la question sur comment on fait bouger le monde justement vers une préservation des ressources et une meilleure réutilisation de ce que l'on a déjà produit. Oui, parce que la taxonomie en fait dit deux choses. Un pourcentage d'utilisation de produits recyclés, donc issus du recyclage, mais aussi un pourcentage de produits recyclables ou réemployables avec une identification et une traçabilité. Or là, le problème que nous avons, c'est qu'on n'a aucun outil, nous, à notre niveau. Alors, on y travaille avec les industriels et on réfléchit avec eux sur la traçabilité sur des décennies d'un produit. On a l'exemple de l'amiante, par exemple. L'amiante, on avait zéro traçabilité. On aurait eu cette traçabilité-là au moment de la découverte de la dangerosité. On pouvait le démonter, on savait où c'était. Là, l'objectif, c'est bien de tracer des produits qui peuvent être réutilisables, réemployables, recyclables dans 10, 20, 30 ans. Comment on gère cette information entre les industriels, les entreprises, les gestionnaires d'actifs, les propriétaires d'immeubles, sur de si longues durées. Et comment on pousse aussi les producteurs de matériaux à changer eux-mêmes leur état d'esprit, c'est-à-dire comment eux-mêmes conçoivent les produits d'entrée de jeu de façon à ce qu'ils puissent être réemployables, reconditionnables, qu'ils utilisent eux-mêmes moins de ressources. Donc on rentre dans une nouvelle histoire en fait des business models. Donc nous aujourd'hui en fait sous la pression en fait des régulateurs, on va être obligé de donner dans tous nos actifs la première chose, c'est les chocs climatiques, transition et adaptation en tant que tel. Donc on a toujours cette question-là. On a la fameuse double matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la double matérialité? Alors la double matérialité, c'est comment nous, en tant que banquiers, on a un impact sur l'environnement par notre action d'entreprise. Et par nos propres financements, parce que la grosse boîte noire aujourd'hui, c'est l'impact carbone de nos financements, et à l'inverse, c'est comment l'environnement peut impacter notre business model. Donc la double matérialité, c'est matérialité 1, comment moi, mon business impacte l'environnement et potentiellement contribue à le dégrader, et comment... Ou à l'améliorer.
ou à l'améliorer. Alors, Soyons potentiellement à le positifs. dégrader ou à Surtout à l'améliorer. l'améliorer. Et aujourd'hui, on inversement. vise à l'améliorer, enfin, en faire en sorte de participer justement à la transition et accompagner nos clients dans la transition. Et à l'inverse, comment Deuxième impact, effectivement, comment l'environnement et et le changement climatique impacte votre Impact, business. voilà. business. On l'a évoqué Impacte avec notre vous, business. Marie-Claude, sur l'impact de votre business avec l'augmentation des sinistres liés au changement climatique et à l'accélération. Et pour nous, ça peut être très simple, c'est-à-dire un client entreprise lambda qui se retrouve dans une zone où systématiquement il est inondé, à un moment ou à un autre, il va avoir des pertes d'exploitation, ce qui veut dire tout simplement qu'il sera plus dans l'incapacité de rembourser les emprunts qu'il nous a fait. Enfin, c'est une mécanique qui est très très simple. Ouais. Et donc nous, en fait, toutes ces modélisations-là, le régulateur nous demande de les modéliser et d'y affecter des coefficients probables de risque et de dire ce que l'on a l'intention de faire pour justement atténuer ces risques-là. C'est la fameuse mitigation, comme on dit en anglais. C'est comment on fait pour atténuer ces risques extra-financiers. Donc une des réponses que l'on a évidemment, ça fait partie des offres qui dit nous on va accompagner de plus en plus nos clients pour assurer la résilience de l'activité de nos clients. Donc en fait, quand je vous écoute, Christelle, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet, c'est l'actif vert au sens taxonomie, et puis il y a l'actif qu'on accompagne dans sa résilience. Donc en fait, quand je vous écoute, j'ai envie de dire, il y a peut-être deux verts. Il y a le vert aujourd'hui, et puis il y a le vert parce qu'on peut l'accompagner sur une trajectoire. C'est peut-être ce qu'on trouve dans l'existant avec le décret tertiaire. C'est ça, Pour faire en fait, un parallèle. C'est ça. De toute façon, aujourd'hui, on est quand même sur un chemin on est sur un chemin de transition. Enfin, même la taxonomie aujourd'hui, quand elle va nous calculer notre fameux pourcentage d'alignement, il ne faut pas se dire, on va tous avoir un tout petit pourcentage d'alignement. Le but du jeu, c'est qu'on soit 100% aligné à 2050. C'est celui-là le chemin. Après, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas se permettre en tant que groupe BPCE qui finance, Anne-Marie disait l'autre jour, 30% des acteurs immobiliers français, 20% de l'économie française. Nous, on ne peut pas dire on fait pas, on arrête brutalement. Nous, on veut absolument accompagner nos clients. Et effectivement, il avait même été question à un moment donné d'avoir une taxonomie de transition qui tienne compte justement d'une part de la transition de l'activité de nos clients. C'est-à-dire qu'on a toujours deux niveaux d'analyse. On a notre client dans son activité, comment lui fait bouger son business model, et comment nous aussi, on fait bouger le nôtre. C'est-à-dire que progressivement, on prend des politiques sectorielles, ou progressivement, on va commencer à faire bouger ce que l'on finance. Donc, comment on accompagne nos clients dans leur activité, et après, dans l'actif en tant que tel, on va préférer financer un immeuble performant énergétiquement, RE 2020, voire RE 2020 plus, E plus C-, avec des beaux labels, ou une machine très performante, économe en ressources, que quelque chose qui sera des normes d'il y a 20 ans et qui de toute façon ne trouvera plus son marché aujourd'hui. Pourquoi pas s'il est transitionnable, entre guillemets. C'est-à-dire, on revient à notre réflexion sur l'assurabilité, le financement d'actifs en rénovation. Alors là, pour le coup, oui. Alors ça, c'est des sujets que l'on connaît bien parce qu'on a travaillé depuis longtemps à une époque sur des travaux aussi de valeur verte. Comment on prend des actifs et comment on fait pour faire une rénovation lourde, une remise à neuf, c'est-à-dire on fait, moi ce que je disais toujours, on va faire du neuf avec du vieux, et finalement il y a quelques opérations emblématiques qu'on a pu financer. Le groupe a été parmi les premières à le faire en tant que tel, avec des montages financiers que l'on maîtrise parfaitement. C'est-à-dire qu'effectivement, en plus on avait pu prouver qu'il n'y avait aucun problème de revente ou de location du bien, même en dépit d'une période de blanc. Donc on maîtrise ces techniques-là sans aucun problème. Au contraire, on va aussi dans cette évolution-là pour faire glisser l'impact carbone du parc immobilier français, et pas seulement sur l'habitat, mais aussi sur le tertiaire. Oui, sur le tertiaire. Alors il y a un ratio là dont tout le monde parle, le fameux Green Asset Ratio, le ratio d'actifs verts. Donc Anne-Marie l'évoquait, ce ratio, si j'ai bien compris, avec vos autorités prudentielles, va avoir un impact sur votre exposition en fonds propres et donc sur le taux d'intérêt que vous allez servir. En fait, ce que l'on pressent, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, la déclaration, elle est sur d'abord la partie qu'on a dans nos financements qui est éligible. Il se trouve que pour le groupe BPCE, je peux le dire parce que c'est public, aujourd'hui, nous, on a, par rapport aux autres groupes bancaires, on a un potentiel d'éligibilité, enfin, nos actifs éligibles, c'est 46% de nos actifs. Pourquoi ? Parce qu'on a une très très forte empreinte sur l'immobilier en France, particulier comme professionnel. Donc on a
un potentiel d'éligibilité qui est très important. Éligible, ça veut dire que c'est des actifs En fait, qui concernés sont sous par... surveillance, concernés par. Bah, en ça fait, veut pas ils dire sont qu'ils pas sont alignés. Ils sont pas sous surveillance. Ils font partie des 98 codes NAS qui aujourd'hui éligibles, sont dans les 2 premiers en fait objectifs de la taxonomie. Donc, il se trouve que comme nous, on a beaucoup d'immobilier, bien sûr. évidemment, Vous sur êtes nos très actifs, on a 46% de nos actifs qui sont éligibles à la taxonomie. Demain, on va nous demander de calculer la part qui est alignée en termes d'activité durable. Oui. Le gros avantage, c'est que le fait d'avoir 6 critères quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait très bien aussi imaginer avoir des actifs qui contribuent majoritairement à l'économie circulaire et qui ne portent pas atteinte aux 5 autres. C'est-à-dire que quand on aura les 6 piliers, on aura aussi cet avantage-là, c'est qu'on aura beaucoup plus en fait de marge de manœuvre pour aller chercher les différents actifs alignés, parce qu'on ne sera pas seulement focus atténuation adaptation. Demain, on peut très bien imaginer d'avoir des actifs qui soient majoritairement contributifs à l'économie circulaire et qui ne portent pas atteinte aux autres, et qui soient majoritairement contributifs à la préservation de l'eau. Si on pense à tout le problème des financements des infrastructures eau aujourd'hui, l'objectif principal, ce sera la préservation des ressources en eau. Évidemment, le but du jeu, c'est que ça ne nuise pas au reste. C'est-à-dire que... Et donc, du coup, Christelle, c'est un peu les discussions que nous avions avec Anne-Marie puis avec tout le monde. Ça va impacter vos décisions de crédit en fonction de la quantité d'informations que nous remontons et de la fiabilité de celle-ci. Alors, ça va impacter nos décisions de crédit, mais c'est surtout que ça va impacter d'abord le métier de chargé d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, ça va changer la relation du chargé d'affaires avec son client parce qu'ils vont être obligés d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance du client et de son activité et un dialogue stratégique beaucoup plus important, beaucoup plus en prospective. Et finalement, ça enrichit... Mais rassurez-moi, c'est bien les mêmes indicateurs que ceux que va demander l'assurance. Ah, évidemment, ce sera les mêmes indicateurs. De toute façon, on ne va pas non plus les réinventer. Ça va être beaucoup trop lourd. Ce sera les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, la taxonomie est structurante puisqu'on la retrouve à la fois dans les reportings financiers SFRD, on les retrouve demandés par les régulateurs, c'est structurant pour la BCE pour nous, c'est structurant dans les nouvelles déclarations donc extra-financières qui de toute façon d'ici 2028 couvriront obligatoire pour tout le monde. Pour tout le monde. En fait, oui, c'est important ce que vous décrivez, c'est-à-dire que là, les indicateurs dont nous parlons aujourd'hui, qui sont obligatoires entre guillemets, enfin pas obligatoires mais nécessaires pour les promoteurs aujourd'hui, parce qu'il y a un effet ricochet, de toute manière deviendront obligatoires dans le reporting des entreprises de promotion immobilière en 2028. C'est ça. Et pour les plus grosses, ça l'est tout de suite. Et pour les plus grosses, ça l'est tout de suite. Absolument. Pour les plus gros acteurs, ça l'est tout de suite. Et pour les autres, ça va l'être progressivement. Et de toute façon, nous, on va avoir besoin d'aligner le portefeuille. Donc, quand on finance d'un côté la promotion, les investisseurs ou les particuliers qui achètent un appartement neuf, on aura besoin de pouvoir dire aussi si cet appartement neuf... En fait, ce que vous êtes en train de me dire, Christelle, c'est si vous me financez l'actif, moi en tant que promoteur, avec un ratio, une identification de performance d'actifs. Finalement, je peux utiliser votre analyse pour le banquier de mon acquéreur. Oui, c'est ça. En disant, vous pouvez aussi, vous, en tant que banquier acquéreur, bénéficier du ratio d'actifs verts dans le prêt que vous octroyez. C'est ça. Donc j'ai un double avantage. Exactement. Et donc je peux aussi retrouver une liquidité vers l'acquéreur. Oui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer... C'est un sujet aujourd'hui. C'est comment on retrouve de la liquidité, de la capacité chez l'acquéreur à trouver un crédit. Exactement. On va avoir besoin, en fait, sur les différentes catégories de portefeuilles, que ce soit des portefeuilles retail comme des portefeuilles personnes morales, de pouvoir dire lesquels sont finalement alignés sur la taxonomie. Ça, c'est vraiment très important pour nos auditeurs. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai un enjeu activité professionnelle d'identification de mon produit pour bénéficier d'un financement en tant que promoteur. Mais le deuxième avantage conséquent et corollaire, sans autre information complémentaire, c'est de permettre à l'acquéreur, quand il signe sa réservation, d'aller voir sa banque en disant: Monsieur le banquier, non seulement je vous apporte des garanties, je viens chercher un crédit, mais j'achète un actif vert qui, dans vos lignes de crédit que vous allez me donner, rentre dans un actif. Alors si c'est la même banque, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour deux banques, du coup, on a bien deux crédits qui s'identifient comme verts dans le ratio d'actifs verts. Les deux rentrent.
Les à la deux fois rentrent. l'activité professionnelle et l'activité particulière. Oui. Ça, c'est super important. D'autant plus que sur de la promotion immobilière, on est sur du financement court, Oui. du court terme. Sur l'autre, on est sur du Très long long terme. du très long terme. Donc, on a vraiment besoin de ces informations-là. Et même chose, la foncière qui va acquérir le bien auprès du Je parlais promoteur. d'investisseurs particuliers, mais ça Le marche, particulier, évidemment, c'est effectivement ça. On a besoin finalement de pouvoir dire sur le long terme, voilà, quels sont les actifs qu'on a D'accord. financés, lesquels sont performants, et pouvoir justement donner cette fameuse Ouais, c'est information. extrêmement important parce que ça retrouve de la liquidité C'est ça. auprès des banquiers en disant l'actif eh bien, rentre dans votre ratio d'actifs verts, donc tenez-en compte lorsque vous me donnez un crédit long terme. Sachant qu'effectivement, c'est pour des raisons de reporting, mais c'est aussi pour des raisons de risque. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, quand on prête avec des niveaux de garantie qui vont être une valeur hypothécaire. Il est clair que la valeur hypothécaire dans le temps sera meilleure pour ceux qui répondent aux normes de performance énergétique, bas carbone, etc., par rapport à... Oui, ce que vous évoquez là, on va l'expliciter. Nous en sommes là parce que depuis 15 ans de recherche scientifique, il a été démontré qu'un actif aux meilleures normes environnementales présentait moins de risques en termes de valeur dans le temps et de paiement du prêt qu'un actif non performant environnementalement. Donc là, il y a toute une documentation scientifique qui a servi de base aux régulateurs pour justifier que l'exposition en fonds propres était inférieure parce que le niveau de risque est inférieur. On voit déjà sur la base des notaires l'impact de la réglementation sur les appartements ou le logement FG. C'est symptomatique. Et donc, on en arrive avec un enjeu majeur de maîtrise de l'information. C'est ça, maîtrise de l'information. Que vous allez pas, on va pas vous donner toutes les données techniques dans vos systèmes d'information bancaire. Donc, comment on gère ensemble, qui garde l'information technique, verte. Voilà, nous, on va devoir garder un certain nombre d'informations techniques en tant que telles et bénéficier d'informations techniques parce qu'en fait, on va nous demander de pouvoir le prouver et ça ne pourra pas être sur la base d'une attestation sur l'honneur du promoteur ou du client final. Ça, c'est pas possible. Donc, on aura besoin soit d'un audit, soit d'un document qui nous dit que l'immeuble, il est, je vais dire n'importe quoi, BREEAM excellent. Le fameux tiers de référence. Le tiers de référence. Sachant que là, je mets aussi un bémol, c'est-à-dire que le tiers de référence, quand on parle, il faut bien différencier label et certification. La certification est faite par un tiers certifié et certifié par le COFRAC en France, donc vraiment tiers de référence, alors que nombre de labels sont autodéclaratifs et donc du coup ont une valeur moindre en termes de qualification du niveau d'information. C'est toute la problématique effectivement des labels pour l'immobilier comme pour les autres. Il faut bien différencier label de certification. Probablement qu'on ira chercher des certifications, on aura besoin de toute façon aussi de quelqu'un... On en parlera avec May tout à l'heure, qui a un outil interne. S'il est transparent et auditable à tout moment, il n'y a pas besoin d'aller plus loin finalement. Ah, voilà, mais sauf que il est transparent et auditable, voilà. Mais donc un enjeu. En tout cas, tout ça se met en place. Le gros enjeu pour nous déjà, c'est de travailler avec toutes nos équipes en fait commerciales, qu'elles abordent tous ces sujets-là avec leurs clients, qu'elles rentrent vraiment dans une dynamique avec les clients pour que ensemble en fait on fasse évoluer la relation en tant que telle. D'accord. Donc on l'a dit, l'idée c'est d'essayer d'arriver à mettre en place une pratique partagée de place avec une grille unique. A priori oui, parce que la taxonomie est unique, et la manière dont on collecte la donnée et on la traite dans l'information du promoteur, l'information du banquier, l'information de l'acquéreur, de l'investisseur et comment on le porte dans le temps avec des informations qui vont dans l'ensemble des systèmes d'information. Alors, mais Sogeprom, on a déjà eu l'occasion d'en parler, vous aviez présenté le démarrage de votre outil Écotation. Peut-être je vous passe la zapette, cher May. Merci. Et je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez comment vous gérez ces besoins d'information au niveau de votre activité. Commencer par dire bonjour à notre public et merci Franck de m'inviter à donner ce témoignage. Je voulais juste, avant de démarrer, commenter ce que vous disiez au niveau des labels. Tout dépend comment on traite les labels.
Si on a un AMO qui suit le dossier, etc., qui fait une attestation, ça reste quand même... Voilà, mais encore une fois, dans le... Si voilà. c'est fait sérieusement, on est pas du niveau de certification, non, mais... Voilà, c'est pour ça, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'évoquer ce matin, c'est qu'il y a l'auto-déclaratif, il va y avoir le label avec un tiers qui accompagne et qui atteste de la validité des informations, et puis il y a la certification, qui, pour ne pas les citer, sont délivrés par un certain nombre d'organismes qui sont audités cette fois-ci par le COFRAC. COFRAC qui est l'organisme qui vérifie la certification. Donc on est sur un niveau d'information un peu plus avec une qualification vérifiable. Et surtout avec une responsabilité, puisque ces organismes certificateurs sont assurés de la viabilité de l'information qu'ils transmettent aux tiers. Oui. Donc on retombe toujours sur ce circuit information, fiabilité, garantie, responsabilité et donc assurance de l'information transmise. Voilà. Donc moi, en fait, le témoignage que je vais apporter aujourd'hui, c'est comment Sogeprom s'est préparé à tout ce qui arrive aujourd'hui sans savoir que ça allait arriver. Parce que c'est un... on s'en doutait un peu quand même. et surtout, comment on en est à nos engagements. Donc aujourd'hui, nos engagements, je vais les passer pas en revue, mais je vais les afficher. C'est le pacte 3B, donc par rapport à 3 composantes majeures. Le bas carbone. Bon, le bas carbone, il est un peu obligatoire par la réglementation, mais nous, on a décidé d'aller plus loin, puisque depuis le 1er janvier 2023, tous nos dossiers sont traités en RE 2020 niveau 2025 et non pas 2022, et avec un objectif de DPEA pour tous nos logements. Et on a voulu aller plus loin, et c'est pour ça que je dis préparer sans savoir, sur la biodiversité et sur le bien vivre. La biodiversité étant quand même une composante importante de l'avenir. On voit en bas de page sur cette plaquette l'évaluation systématique de nos projets et cotations. Donc comment on s'est préparé? En fait, on a commencé, moi, cette direction technique et innovation nationale, on m'a demandé de la créer déjà en 2018. Et donc, autant côté technique, on évalue tous nos projets, on fait des analyses de risque, des estimations, autant... Qui servent à nos confrères assureurs. Autant, du point de vue environnemental, il n'y avait pas d'analyse systématique. Et moi, merci la taxonomie, parce que j'ai horreur de greenwashing, j'ai toujours raisonné, et Sogeprom aussi, 100% des projets. C'est pour ça que 100% des projets seront RE 2025, etc. Donc, alors là, vous faites peur à nos adhérents, parce qu'ils nous écoutent, parce que RE 2025, ils voient déjà les coûts. De toute façon, on ne fait qu'anticiper de 2 ans. Donc, oui, c'est pas faux, mais voilà, c'est l'idée. Et l'idée, c'est d'aller. C'est pas trop contraignant techniquement et en termes de surcoût, mais c'est contraignant. Il y a des surcoûts, comme toutes les opérations. Si on les étudie mal, il y a encore plus de surcoûts. Si on les étudie bien, donc ça passe quand même depuis l'année dernière, depuis le printemps. On a commencé à faire des simulations d'opérations. Comment on passe de la 2012 à 2020 à 2025, qu'est-ce qu'on modifie, à faire jouer plusieurs cas de figure, des curseurs, etc., et combien ça coûte. Et le plan stratégique de Sogeprom a été bâti aussi l'année dernière avec cet objectif surtout du DPEA, puisqu'on pense que demain, enfin voire aujourd'hui, un acquéreur ou un investisseur, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt les consommations et les émissions de carbone de son bâtiment et comment il ne devient pas obsolète très vite, plutôt que d'avoir juste un titre, je suis RE ceci ou label cela. Et ça, c'est des retours que nos investisseurs nous ont fait. Même si j'insiste, encore une fois, la RE 2020, nous sommes le seul pays en Europe où la totalité de la production neuve est conforme à la taxonomie, puisque ça a été validé par l'administration française. Si votre banque vous demande est-ce que votre immeuble neuf RE 2020 est taxonomie compatible, il l'est par construction sur les 2 critères, énergie et carbone. Reste après à regarder le détail des 4 autres critères d'adaptation sur la biodiversité, l'économie circulaire, l'eau et la pollution. Mais en fait, le corpus administratif que nous avons, qui est extrêmement contraignant, fait que de facto, si vous faites toutes les études obligatoires, vous avez 99% de chances d'être taxonomie alignée sur l'ensemble des critères.
Tout à fait. Et là, je vais avoir l'impression que je réponds au questionnaire ESG tout à l'heure, puisque en fait, en 2018, j'ai proposé la création de cet outil qu'on a pu développer depuis avec un tas de personnes qui ont beaucoup bossé dans mon équipe et au sein de Sogeprom. Mais surtout, on a fait notre premier bilan carbone. En 2019, on a commencé à regarder notre bilan carbone qu'on mesure tous les ans. On a pris des premiers engagements il y a déjà 2 ans, et donc les engagements, on les a poussés un peu plus loin aujourd'hui. Mais prendre des engagements, c'est aussi les vérifier, les mesurer. Donc, ça veut bien avancer. Donc, cet outil, au départ de l'idée, c'était pas du tout pour ce qui arrive aujourd'hui. C'était pour valoriser nos projets et pour acculturer les gens, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, à ce grand virage qu'est l'intégration de la composante carbone dans la construction. Sauf que là, pour reprendre ce que disait Christelle, ton client, qui soit investisseur institutionnel ou particulier ou logement social, repart avec son contrat de réservation, il va voir son banquier avec la notation et cotation, son banquier peut lui dire, il peut dire à son banquier, vous allez me faire un prêt vert qui rentre dans votre ratio d'actifs verts. Donc donnez-moi un crédit avec moi un taux d'intérêt plus faible. C'est le Christelle. Dans un monde idéal, c'est le... Anne-Marie nous dirait, non, mais en fait, je vais vous donner un crédit, mais j'aurais pu vous donner un crédit avec un taux d'intérêt plus élevé s'il n'avait pas été vert. Donc, il est plus faible. Donc, il est plus faible. Alors, c'est vrai que dans un monde idéal, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, ce n'est qu'un outil interne. On a commencé à communiquer en externe là-dessus pour juste montrer ce qu'on fait. Oui, mais là, en fait, il aura une demande qu'à sortir. Mais il demande qu'à devenir... Alors, on a commencé par, évidemment, tout ce que je vous dis passe par des formations, par de l'accompagnement, par l'adhésion des collaborateurs. Et donc, il est devenu un outil qui mesure la mise en œuvre des engagements RSE. Excusez-moi de vous interrompre, mais du coup, est-ce que ça va devenir un outil pour vos vendeurs dans les bulles de vente? Alors, on a formé les vendeurs pour qu'ils mettent en avant. Donc, si j'avance un petit peu sur les principes de l'outil, le but était que ça soit dans la présentation. En fait, derrière ces 3 composantes, il y a quand même 8 thèmes. Donc, on va retrouver beaucoup de thèmes de taxonomie et autres. En parallèle, on a développé des partenariats avec des instances de bas carbone, avec des instances de réemploi, de biosourcés, avec des engagements à la clé de faire du réemploi sur X opérations. Dans nos engagements, on fait du biosourcé et du réemploi sur toutes les parties communes de nos opérations, de 100% des opérations, etc. Et donc, cet outil, en fait, il est renseigné à différentes phases de l'opération. Donc, on va jusqu'au bout, jusqu'au moment où on passe les marchés de travaux pour vérifier qu'on n'a rien enlevé entre-temps. Et du coup, ça pourrait même être une vérification au moment où vous faites la déclaration d'achèvement de chantier et de travaux, puisque comme de toute manière, vous vérifiez à cause de l'ERE 2020 la conformité entre les produits mis en œuvre et le calcul carbone, ça peut devenir votre passeport, bâtimentaire. L'idée, c'était de dire premier passage au comité d'engagement. Ensuite, quand on dépose un permis, parce que souvent on fait quelques économies à ce stade-là et au moment des marchés aussi. Donc on le vérifie à 3 stades. Pour ce passage de comité d'engagement, 100% de nos projets doivent être renseignés sous écotation. Ils sont vérifiés, parce qu'on parlait tout à l'heure de ça, ils sont vérifiés par mon équipe toutes les semaines, corrigés éventuellement et validés. Et donc, on ne s'engage dans une opération. Jusqu'à hier, c'était que si écotation est renseignée, on ne demandait pas de lien particulier. Aujourd'hui, on demande des notes minimales qui nous permettent de vérifier que nos engagements... Vous êtes aligné avec les indicateurs, les seuils taxonomie. Les seuils taxonomie, mais surtout les engagements de Sogeprom sur bas carbone, biodiversité, etc. Donc, les seuils taxonomie, donc, évidemment, ils sont arrivés après qu'on ait développé cet outil qui est évolutif. Hein. Là, on vient de déployer la nouvelle version. Et donc, on a ces 6 critères dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dont 2 sont... Alors, il ne veut plus avancer. Excusez-moi. Ah. Je ne sais pas. Si. Ben, oui, et là, ça avance trop vite. Je reviens en arrière. Ouais,
Je pense que il faut que je revienne en arrière. Ça, c'était les aperçus. Excusez-moi, le public. Donc, en fait, dans les 6 critères, il y a les 2 qui sont validés. Et puis, écotation peut mesurer jusqu'à 5, parce que tout ce qui est sous-marin, on n'est pas... On peut mesurer jusqu'à 5 de ces critères. Là, j'ai voulu quand même dire ce que écotation est et n'est pas, puisque ce n'est pas une base de données. Effectivement, ce n'est pas... Ça sort des extractions, mais ça sort pas les preuves. Il faut aller les chercher quand même derrière. Oui, ce qui posera la question, on l'évoquait tout à l'heure, de la manière dont... Parce qu'encore une fois, la taxonomie ne dit pas qu'il faut absolument que ce soit certifié, etc. Elle dit il faut que ce soit consultable et qu'il y ait les éléments de preuve. Après... Les éléments de preuve existent, mais pas dans l'outil. Après, c'est aussi le fait que ça soit des collaborateurs qui leur enseignent, des experts, puisque moi et mon équipe, on est considérés comme des experts techniques et innovation, le vérifient et mettent leur validation dessus. Après... Et une question même pour nos auditeurs, parce que là on l'évoque, la difficulté que vous avez rencontrée, comment un de nos auditeurs qui rentre dans ce sujet peut s'acculturer ce que vous avez fait, et quelle est la difficulté que vous identifiez pour mettre en place un tel outil chez un promoteur? La première difficulté, c'était de convaincre le comité exécutif que ça allait servir à quelque chose, parce que quand tu l'as pas développé, c'est un peu difficile de convaincre. Là, notre émission, mesdames, devrait convaincre tous les comités exécutifs que s'ils veulent avoir un crédit et y avoir capacité d'acquéreur avec un peu de liquidité de crédit, ça semble indispensable. Il y a 4 ans et demi, c'était plus difficile. Mais c'est donc plus simple aujourd'hui. Donc, merci pour la confiance que j'ai eue, justement, mais ça n'a pas été simple. C'était... Ils vont passer beaucoup de temps, combien ça va se passer, combien ça va prendre. On prend beaucoup de temps à remplir l'information. On va se mettre des notes à nous-mêmes, on va se comparer entre nous, ça risque de créer des sujets, etc., etc. Après, on l'a transformé en application simple, c'est un questionnaire. Ils doivent répondre à des questions. On a fait des formations et donc, à l'époque, je donnais toujours un exemple que je donne parce que c'était drôle, parce que les gens ne savaient pas trop ce que c'était la biodiversité quand même. Donc, une des questions, c'était est-ce que tu as de la biodiversité dans le projet? Oui, non. S'il disait oui, est-ce que tu as pris un écologue? Et puis, il y a des développeurs qui savaient peut-être pas ce que c'était. Donc, on a développé à côté ce qu'on appelle des wikifiches. Il y a une centaine. À chaque fois, est-ce que tu as un label BRIM? Il peut aller sur une fiche qui lui dise que c'est le label BRIM, qui lui dise que c'est un béton bas carbone ou ce que c'est qu'un écologue. Oui, donc vous faites de la formation en même temps. Donc il peut se renseigner et répondre à ces questions. Et si au bout d'un moment, alors maintenant ils sont rodés, mais au début on disait vous nous appelez 24 heures sur 24, on vous aide à remplir. Et aujourd'hui, c'est quand même, pour les anciens, ils sont habitués. Ça prend à peu près une demi-heure pour répondre à 70 questions. Oui, une demi-heure. Sachant que du coup, alors là, ça répond aussi à la question qui nous est posée, c'est que vous avez développé cet outil de mesure, vous l'avez dit, mais parce que c'était avant que la taxonomie ne s'impose. Aujourd'hui, je comprends que l'outil que vous avez, c'est aussi l'étape qui permet d'identifier la performance. Alors, je l'ai dit et nous le répétons sur 2 critères, énergie et carbone, l'ARE 2020 se suffit elle-même, mais il reste 4 autres critères d'adaptation qui nécessitent un certain nombre de preuves et qui là nécessitent du coup, qui justifient l'outil tel que vous l'avez mis en œuvre chez vous, et qu'il faudra que les promoteurs mettent en œuvre des outils similaires pour arriver à prouver à leurs banquiers, à leurs assureurs que l'opération n'est pas que taxonomie alignée sur les 2 critères principaux, énergie carbone, mais aussi totalement taxonomie compatible sur l'ensemble de ces critères. Moi, je suis tout à fait disposé à expliquer le concept à nos confrères dans le cadre de la commission. Écoutez, mais je pense que si je vois que dans les questions, il y en a quelques-unes sur le sujet, on fera peut-être un webinaire ou une commission spécifique de présentation des outils pour que les autres s'en emparent, parce que ça... Un des sujets que nous avons tous ensemble, c'est que tout cela devienne une action de place partagée entre les différents acteurs, avec des informations qui sont toujours les mêmes, pour qu'on reste au maximum d'une demi-heure, c'est ça
une demi-heure de travail pour enseigner les outils et l'information. Maximum, peut-être pas, mais les gens qui sont rodés, oui, c'est une demi-heure. Après, je vois que tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent trouvent le concept très bien et qu'aujourd'hui, on est, parce que puisqu'il est obligatoire, on est à chaque phase du projet, on est à 250 comités d'engagement, à des dizaines de permis de construire et à une cinquantaine de marchés, puisqu'on a commencé il y a 1 an et demi à le rendre obligatoire. Donc, vraiment, ça avance, on a des tableaux de bord pour suivre, etc. Je voulais juste parler taxonomie quand même un petit peu. Donc, on en a parlé tout à l'heure, éligibilité, alignement et reporting. Donc, si on reprend ces critères-là... Éligibilité, on l'a dit, ça veut dire que c'est un actif qui est identifié comme étant nécessairement avec un devoir de vérifier les critères et l'atteinte des seuils de ces critères. Et est-ce que mes activités éligibles, est-ce qu'elles sont alignées avec la taxonomie? Alignées, c'est j'ai les 6 critères et je corresponds à ces critères. Et ensuite, est-ce que je suis totalement compatible? Ça veut dire que je remplis les performances demandées dans ces 6 critères pour être complètement compatible à cette taxonomie. Tout à fait. Donc les 6 critères sont en bas et en fait, à travers Écotation, on regarde un petit peu ce à quoi on peut répondre, puisqu'on ne peut pas forcément répondre à tout. Donc par rapport aux thématiques énergétiques, je dirais, on a 27 questions qui nous permettent de répondre à 100%. On a nos indicateurs qui ressortent, on voit à droite de l'écran. Sur chaque synthèse de ce travail de Écotation, il y a une fiche de synthèse qui est générée automatiquement avec un texte à trous qui se remplit automatiquement, qui est joint à nos engagements. Et donc, on y voit tous les indicateurs qui, pour nous, s'appellent indicateurs du pacte 3B, mais qui sont néanmoins des indicateurs valables aussi pour la taxonomie. Ça, c'est pour... on est sur l'atténuation. On était sur le volet... alors, je ne sais pas si quand je fais ça, je recule ou je fais l'inverse. On répond à chaque fois aux différents volets. Alors, évidemment, par rapport à Écotation, ça répond à 100% à nos objectifs. Par rapport à la taxonomie, ça ne répond pas forcément à 100%, d'où les pourcentages qu'on a fait figurer. Ça va de 65% à 80% avec un certain nombre de questions sur les scopes, sur l'adaptation au changement climatique, sur l'eau, sur l'économie circulaire, sur la pollution, etc. On a essayé de faire une présentation un peu complète parce que ça permet de voir. Donc en fait, c'est comment ça se passe sur l'outil. Ça, c'est un modèle de fiche de synthèse. Donc on voit les 3 B. Donc aujourd'hui, un minimum, il faut avoir 3 étoiles dans chacun pour être sûr qu'on a respecté les engagements de Sogeprom, qu'on prend très au sérieux. Et là, c'est un petit zoom sur les petites pastilles qui sortent en jaune ou en vert à côté et qui permettent de répondre aux questions de la taxonomie. Et voilà. Et je te rends la zapette. Merci beaucoup, May, pour la présentation de cet outil. Alors, très rapidement, en présentation, sachez aussi du coup que nous avons travaillé, Fédération des promoteurs et un certain nombre d'adhérents, vos confrères May, avec Cercal, sur ce fameux profil qui a été établi par Cercal. Alors, pour ceux qui sont habitués de la certification NFHQS et Cercal, ils retrouvent les exigences NFHQE. Je pense que vous êtes certifié ou pas, je ne sais plus. Non. Certaines de nos BU, mais non. Voilà, bon, ça revient, c'est la même approche, ce sont les mêmes indicateurs, mais appréhendés avec un point de vue différent, qui est là sous les indicateurs du référentiel Cercal, et vous retrouvez que dans ce référentiel, finalement, il n'y a rien de plus à rajouter. Par contre, il y a des niveaux de performance à atteindre qui sont développés dans un profil spécifique, dit profil taxonomie, et gros avantage, un peu comme vous, le fait, et c'est pour ça que je vous posais la question, c'est que vous avez une attestation délivrée lors du montage financier qui vous permet d'aller voir votre banquier préféré pour lui dire mon actif est bien certifié vert et
je pense que pour vous c'est la même chose, c'est que d'où les 3 phases que vous montriez, c'est que vous avez besoin de faire la démonstration que l'actif est vert au moment où vous bouclez l'opération pour demander un prêt et jusqu'à la fin de l'opération. Donc là aussi, Cercal est sur exactement la même démarche, mais avec une démarche qui est calquée sur leur système de certification avec un profil spécifique expérimental pour le moment, parce que comme vous le disiez, Christelle et May, il y a encore un certain nombre d'indicateurs d'adaptation qui ne sont pas totalement calés, ne seraient par la Commission européenne, ni en France, de par leur interprétation. Voilà, donc pour finir, écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut paraître pénible d'acquérir de l'information, de la structurer. Ça l'est si vous ne le faites que pour respecter la réglementation. C'est le petit graphique qui est en bas. Ce ne sera que souffrance et pénibilité. Par contre, transformer cette information, la partager avec les autres acteurs qui sont tout autour de la table et être capable de prouver que l'actif a de la valeur, c'est en améliorer sa liquidité par être capable d'en diminuer le risque. Est-ce que, mesdames, vous souhaitez un mot de la fin? C'est une belle conclusion. Voilà. C'est effectivement, puis montrer qu'on a des projets vertueux, ça fait acquérir du business aussi. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on partage vos compétences et le travail que vous avez fait avec nos adhérents ce matin. Il faut transformer ces obligations en opportunités. Oui, absolument. Tout à fait. Encore une fois, vertueux. Voilà. Ce qui va être très perturbant au début, et vous l'avez évoqué, mais c'est que ça oblige tout le monde à acquérir de l'information, la partager, se comparer, la transmettre, parce qu'on n'a pas envie de dire, on va le dire les choses, on n'a pas très envie de tout dire sur la transparence d'une opération, mais là c'est une opportunité à la fois dans une période qui est celle-ci d'échange entre acteurs, parce qu'on découvre tous ensemble. Vous l'avez tout dit, on n'est pas du tout en train de dire que tout a changé, ça y est, on finance plus que les actifs verts, bien au contraire. Rien n'a changé et on évolue progressivement. Et encore une fois, l'effort qui sera fait aujourd'hui par ceux qui s'y mettent, finalement, sera peut-être moins douloureux que ceux qui ont été au tout début, comme vous l'avez fait. Non, est-ce que ce sera moins difficile? Je pense que s'il fallait commencer aujourd'hui, ce serait très compliqué quand même, mais c'est tout à fait faisable parce qu'on profite de l'expérience des autres. Hein. Le pionnier, il galère toujours un peu, mais aujourd'hui, si Cercal propose, si moi je peux communiquer sur ça, c'est plus facile. Mais c'est changer. En fait, c'est adapter les gens, les collaborateurs, qui est le plus compliqué. C'est les faire adhérer, les adapter et tout ça. C'est ça qui prend du temps. Eh bien, mesdames, il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois très chaleureusement. Je remercie aussi Anne-Marie qui était avec nous en duplex. Je suis absolument ravi de vous avoir eu toutes les 5 autour de la table. Je vous remercie beaucoup pour cette participation. Je remercie nos auditeurs qui sont restés connectés tout avec nous ce matin. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain FPI Live sur un sujet qui, j'en suis sûr, sera tout aussi passionnant. Encore une fois, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.